Les dictatures ont profondément marqué l'histoire de l'Amérique latine, particulièrement au XXe siècle. Leur émergence est liée à des crises économiques majeures comme la Grande Dépression de 29 qui a accentué la pauvreté et les inégalités ainsi qu'à des conflits sociaux, à des montées d'idéologies extrêmes. Les coups d'État, les révolutions, les guerres civiles ont créé un terreau favorable à l'installation de régimes autoritaires, souvent militaires, qui justifiaient la répression par la lutte contre le communisme ou la nécessité de restaurer l'ordre. Écoutons cette émission des zones clandestines, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui nous parle de la démocratie et de la dictature. Des analyses et des études très sérieuses de politiciens, de politologues, de sociologues présentent la situation en Amérique latine en expliquant que la démocratie dans ces pays-là a du mal soit à naître, soit à survivre. Sans vouloir faire état d'un nombre exhaustif de dictatures latino-américaines, on compte le Brésil en 64-85, régime militaire caractérisé par la censure, la répression politique et un développement économique illégal. L'Argentine en 76-83, dictature militaire tristement célèbre pour sa guerre sale, desaparecidos, torture, exécution de masse. Le Chili en 73-90, 1990, coup d'État du général Pinochet contre Salvador Allende, suivi d'une répression brutale et d'une suspension des libertés fondamentales. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que j'ai interviewé Victor Espinoza en fait dans euh, un des podcasts en fait des ondes clandestines. L'Uruguay, 73-85, régime totalitaire marqué par la répression politique de nombreux prisonniers d'opinion. Cuba, régime communiste autoritaire depuis la révolution de 59. Nicaragua, République dominicaine, Paraguay, la liste est longue. Je trouve ce questionnement extrêmement intéressant parce que la démocratie est un système tout à fait particulier où, comme je l'ai déjà dit, sur 10 personnes, si 6 voient la même chose, eh bien, ce sont ces 6 personnes qui décident pour les 4 autres. Sauf que dans ces 6 personnes, si vous avez 6 débiles ou 6 personnes mal intentionnées, eh bien, il faut faire avec. Le parallèle entre démocratie et dictature, la difficulté de l'Amérique latine de choisir l'un ou l'autre, moi me passionne. En tant qu'anthropologue de cœur, puisque moi je ne voulais pas faire une école supérieure de commerce à Montpellier, c'est mes parents adoptifs qui à l'époque l'ont décidé, je voulais être prof d'anthropologie à la fac. Parce que j'avais fait une initiation à l'anthropologie en classe de première au lycée, et j'avais eu 20 sur 20, la meilleure note de la classe, et même des classes de première à ce sujet-là. Donc je savais que je voulais faire ça. Et finalement, mes podcasts sont beaucoup d'analyse ethnique et anthropologique. Alors à ma façon, j'ai peut-être pas toujours raison ou je ne suis pas la science infuse, je ne prétends pas l'être à la différence d'autres personnes. Mais disons que je fais des analyses sincères qui essaient d'être recoupées de la façon la plus pertinente qui soit. Moi, je ne suis pas pour des dictatures, donc la question est réglée. Quand l'Amérique latine, tout autant que l'Europe, pouvait être sous dictature, eh ben, les gens n'y étaient pas heureux. Hein. Les dictatures éclairées, comme prônent certains, sont une stupidité intellectuelle. Pourquoi ? Parce que, comment dirais-je, un dictateur éclairé et bienveillant, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas eu de dictateur bienveillant et éclairé qui ait pu exister. Les bonapartistes disent que Bonaparte, c'était ce genre-là. Bonaparte était un fils de pute. Je suis désolé pour les bonapartistes, mais c'était un fou furieux. Et les vrais livres d'histoire, dans les archives nationales, le démontrent. Le gars, il avait une pète au casque. C'est tout. C'est comme ça. Alors si on aime les gens qui ont des pètes au casque, je suis désolé. Non. Démocratie et dictature souvent s'entremêlent parce que les démocraties peuvent être des dictatures déguisées. La guerre froide a accentué l'ingérence des États-Unis qui ont soutenu ou organisé des coups d'État pour installer ou maintenir des régimes autoritaires favorables à leurs intérêts, notamment contre des gouvernements de gauche, ex-soutien au coup d'État contre Allende au Chili, soutien à la dictature argentine
Ces dictatures ont été responsables de graves violations ces droits humains, disparitions forcées, tortures, exécutions, répression de la presse, de l'opposition. Les transitions démocratiques ont débuté à la fin des années 70, mais l'héritage de ces régimes reste vif dans la mémoire collective et les institutions. Et je ne crie pas au complotisme en disant ça, j'explique tout simplement. Parce qu'en démocratie, de toute façon, les candidats sont choisis par ceux qui décident, hein. Que ce soit des clubs sociaux, des clubs religieux, des clubs familiaux. En France, c'est le cas, en Italie, c'est le cas, en Espagne, c'est le cas, en Angleterre, c'est le cas. Euh, la démocratie anglaise n'existe pas. Et c'est pas avec Charles III que ça se sera arrangé. Le mec prend 80 milliards d'euros, puisque c'est la fortune personnelle du roi, mais ne s'occupe pas de savoir si les Anglais ont faim ou froid. Pire, Londres, clairement et incontestablement, est tombé sous le joug des islamistes et il ne fait rien pour ça. Ah oui, no explain, no complain. Ne pas se plaindre, ne pas se justifier, c'est surtout être un fils de pute. Voilà. Donc les démocraties déguisées en patchouli qui sent bon, ça ne fonctionne pas. Donc Si la plupart des pays d'Amérique latine sont aujourd'hui des démocraties, certains régimes présentent encore des dérives autoritaires. Venezuela sous Madero, Nicaragua sous Ortega, Salvador sous Bukele. Le continent connaît une tension entre la demande de sécurité et la préservation des libertés, ce qui favorise parfois l'émergence de dirigeants populistes ou autoritaires. l'Amérique latine, les pseudo-démocraties qui existent ont été mises en place par une CIA qui voulait contrôler pour la plupart comme le Venezuela. Le Venezuela, soi-disant, n'est pas une démocratie. Et le président vénézuélien est extrêmement critiqué, mais le pétrole vénézuélien et la cocaïne aussi qui est produite sur ces territoires-là a toujours beaucoup intéressé la CIA. Alors pas les autres services de renseignement du monde parce que c'était une chasse gardée à l'Amérique, ce coin-là. Donc bien sûr que la démocratie a du mal à fonctionner dans ces pays-là parce que ce sont des pays sous influence et ce sont des pays qui n'ont pas d'industrie autre que le pétrole que veulent les grandes puissances et la cocaïne que veulent les grands services de renseignement pour pouvoir financer leurs propres opérations. Ne jamais oublier que la CIA est connue et reconnue, donc ce sont des faits réels, est connu pour être un grand organisateur du trafic de drogue en Amérique latine. C'est une vérité, hein. C'est pas moi qui fais le malin en le disant, c'est vrai. Comme le MI6 et son prédécesseur avant était très intéressé par le trafic d'opium en Amérique latine, comme pareil, la France, pendant un temps, avant la DGSE, avec le deuxième bureau, par exemple, était très intéressé au Vietnam par également les trafics d'opiacés. D'ailleurs, la guerre du Vietnam est plus liée à cette raison-là que imposer la démocratie française, la vision de la France, la vision du monde par la France dans des pays d'Asie qui n'en avaient rien à cirer de ce que la France pouvait décider ou penser. D'ailleurs, on compte bon nombre de dictatures ailleurs dans le monde. En Afrique, par exemple, l'Afrique compte encore de nombreux régimes dictatoriaux, souvent caractérisés par la longévité de leurs dirigeants. Je nomme Paul Biya au Cameroun, Denis Sassou Nguesso au Congo, Yoweri Museveni en Ouganda. Certains régimes, comme celui d'Érythrée, sont considérés comme les plus répressifs au monde. En Asie, la Corée du Nord reste l'exemple le plus extrême de dictature totalitaire avec un contrôle absolu sur la société et une fermeture quasi totale au monde extérieur. D'autres pays comme la Chine, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Vietnam ou la Syrie sont également classés comme des dictatures de régime autoritaire. Il y a également en Europe la Biélorussie, la Russie, l'Azerbaïdjan sont souvent cités comme des dictatures, la Hongrie, la Turquie, parfois qualifiées de régime hybride ou de démocratie en recul. Au Moyen-Orient, des monarchies absolues, en fait, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, des républiques totalitaires en Syrie, Égypte, Iran, dominent la région. C'est absolument impressionnant, en fait, le nombre de dictatures, comme ça, en les listant dans le monde, et encore la liste n'est pas exhaustive, malheureusement.
La France, par exemple, a proposé ou imposé la démocratie à travers le monde, en Afrique notamment, en n'y arrivant pas. Et en plus, chez elle, la France, en montrant à quel point tout ceci a ses limites. La cinquième démocratie ne vaut rien, dans les faits. La cinquième république, intéressant, la cinquième démocratie. Le lapsus est intéressant, je laisse le podcast tel quel, je ne le reprends pas. Mais la sixième république ne changera rien parce que c'est la république qui est un problème. Moi, je prône, parce qu'aristocrate, je prône pour une royauté extrêmement équilibrée où droit de naissance et droit individuel à la réussite, à l'ascenseur social puissent être très équilibrés. La représentativité nationale peut être maintenue, mais de façon extrêmement fine, intelligente et saine. Il ne faut pas que puisse devenir maire ou président uniquement des menteurs, des tricheurs, des manipulateurs, des sociopathes. Parce qu'au final, notre système démocratique, on l'a vu avec Sarkozy et sa condamnation pour s'être fait passer pour Paul Bismuth notamment, qui a obligé Nicolas Sarkozy à se faire passer pour Paul Bismuth pour faire ses petites magouilles. C'est juste que c'était dans la nature du gars. Voilà. Ce n'est pas en devenant président de la République qu'on devient un fils de pute. Les fonctions n'obligent pas à être un fils de pute. C'est juste un fils de pute qui est devenu président de la République. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Par exemple, moi, mon père a été un très mauvais roi. Il a aussi été d'ailleurs un très mauvais mari et un très mauvais père. Mes sœurs peuvent en témoigner le jour où elles accepteront l'idée de reconnaître que leur père les a sautés. Parce que Françoise de Bragation, princesse portugaise, l'avait affirmé à Bénédicte Karachi Bokeh il y a 7 ans. Oui, donc c'est une cousine, hein, mon sang, hein, les Bragation, hein, les Bourbon-Bragation. Et oui, on savait que Jean-François existait puisqu'on savait que Michel avait couché avec ses filles. Voilà. Et je ne suis pas le seul à être né de ça. Je suis le seul à avoir survécu et à savoir d'où je viens. C'est pour ça que quand on fait la gueule de travers à la Stéphane Bern en disant Jean-François Karachi, ceci, cela. Non, Jean-François Karachi a été reconnu par l'Église orthodoxe comme le fils de Michel de Roumanie. Point, c'est terminé. La discussion ne se pose plus. Pareil avec la reconnaissance de Yon Kodja, etc., etc. Mais Stéphane Bern a expliqué au journaliste Marcel Léon qu'il avait eu une discussion avec Michel de Roumanie en décembre 2017, alors que mon père est mort 2 ans avant, en 2015. Et j'ai cette information de la bouche de prêtres roumains et d'agents secrets roumains. Émile Adrian Maginici, analyste militaire, ancien du renseignement roumain, m'a affirmé et a affirmé à des tierces personnes que le roi était mort en 2015, mais que Margaret a organisé la succession en créant la maison royale de Roumanie, en déclarant son mari prince de Roumanie par la naissance, en le faisant adopter par son père alors qu'il était mort. Il faut savoir que Dadou Radu a été adopté par Michel de Roumanie alors qu'il était mort, puisque mon père est mort officiellement en 2015. Et je tiens cette information indiscutable de prêtres roumains. J'ai les enregistrements téléphoniques qui le disent. J'ai un pétrou par vous, prêtre, qui m'a affirmé, indiscutablement, pour être, en plus d'être prêtre, agent des services secrets roumains, et officiellement, parce que tous les agents de renseignement n'ont pas besoin d'avoir leur appartenance secrète. Ce sont ceux qui sont du service action ou qui ont besoin que personne ne le sache. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'illégalité à dire de ce que l'on fait dans la vie. Et donc, si mon père était... Moi, j'essaierai de ne pas être le roi qu'il a pu être. Et pour cela, je ferai en sorte que tout le monde ait à manger, n'ait pas froid et soit en sécurité physique. Et puisse penser ce qu'ils veulent. Quelqu'un peut être orthodoxe, chrétien, juif, musulman, bouddhiste, franc-maçon. La question ne sera pas d'ailleurs une question. Simplement, dès que le moment où quelqu'un voudra imposer et nuire aux autres, là, je dirais, oh, tu te prends pour qui, toi? Voilà. L'idée, c'est ça. Donc, en Amérique latine comme ailleurs, la démocratie montre ses limites parce que la démocratie ne fonctionne pas. Et la démocratie n'est pas le moins pire des systèmes. La démocratie, ça ne vaut rien. Il faut
des royaumes avec des rois et des reines au bon cœur et au bon esprit, des gens qui fassent des choses intelligentes. Nous avons en France une république couronnée actuellement, et malheureusement, malgré tout le respect que j'ai pour la fonction présidentielle, parce que je respecte la fonction présidentielle, la difficulté qu'il y a, c'est que, en fait, nous vivons l'adolescence de notre président, où il est devenu président beaucoup trop jeune, et malheureusement, eh bien, on peut être un adolescent turbulent, mais après devenir un vieux sage. Et je ne sais pas si un jour le président Macron sera un vieux sage ou s'il restera un jeune agité jusqu'à la fin de sa vie. Le fait est que nous en payons les pots cassés, je le regrette. Euh, Comme je disais concernant la DGSE et la DGSI, nous avons des services de renseignement qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Malheureusement, la manière dont on leur demande de fonctionner et la raison pour laquelle on leur demande de fonctionner, les secrets qu'on leur demande de protéger, les intérêts qu'on leur demande de protéger ne sont pas les intérêts de la France, mais les intérêts de quelques-uns, voire les intérêts d'un seul. Cette émission a été créée à partir de sources diverses et variées sur le net. Je citerai quant à moi deux sources qui m'ont plu dans l'appréciation en fait, de la dictature américo-latine. La jeune fille et la mort, un film de 95, donc, qui parle de l'Amérique latine en début des années 90, militante dans un journal d'opposition. Paulina Escobar a fait partie de nombreuses victimes de la dictature militaire qui a régné sur son pays. Et cette lutte incessante avec le docteur Miranda. Voilà. Et puis sinon le film aussi Salvador et beaucoup d'autres qui illustrent nos propos. Merci à Jean-François Carracci d'avoir été un expert fin sur cette situation. Et je vous dis à très bientôt sur les ondes clandestines pour les quelques heures qu'il nous restent avant l'été. Voilà, de quoi vous souhaiter aussi un bel été et surtout une bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.